Il y a quelques mois, une femme de 67 ans est entrée dans le cabinet de son médecin pour un contrôle de routine. Elle ne se plaignait de rien. Elle dormait correctement, mangeait à peu près comme d'habitude, et menait une vie qu'elle qualifiait elle-même de tranquille. Pourtant, quand le médecin lui a demandé de répéter une série de 5 mots après 3 minutes, elle n'en a retrouvé que 2. Elle a souri, un peu gênée, et a dit que c'était probablement la fatigue. Mais le médecin, lui, n'a pas souri. Parce qu'il savait quelque chose qu'elle ignorait. Il savait que ce petit oubli n'était pas un accident. Il était le résultat de plusieurs années de gestes anodins, répétés chaque jour, qui avaient lentement modifié le fonctionnement de son cerveau. Pas une maladie. Pas un traumatisme. Juste des habitudes. Des habitudes si ordinaires qu'on ne les remet jamais en question. Et c'est justement parce qu'elles semblent inoffensives qu'elles sont si redoutables. Si vous avez plus de 60 ans, certaines de ces habitudes font peut-être partie de votre quotidien en ce moment même. Et elles travaillent en silence, jour après jour, contre votre mémoire. Vous méritez de comprendre ce qui se passe vraiment. On ne pense presque jamais à sa mémoire tant qu'elle fonctionne. C'est un peu comme l'électricité dans une maison. Quand la lumière s'allume normalement, on ne vérifie pas les fils. On ne regarde pas les branchements derrière les murs. On appuie sur l'interrupteur et on avance. Mais derrière ce mur, les câbles peuvent s'user, les connexions peuvent se desserrer, l'isolation peut se détériorer, et personne ne le voit. Jusqu'au jour où un fusible saute. Et quand on appelle l'électricien, il ne dit pas que le problème date d'hier. Il dit que ça fait longtemps que ça couve. C'est exactement ce qui se passe dans le cerveau après 60 ans. Les connexions neuronales, ces millions de circuits qui permettent de stocker, retrouver et utiliser l'information, ne se dégradent pas du jour au lendemain. Elles s'affaiblissent progressivement, et la plupart du temps, les premiers signes passent inaperçus. On oublie un nom, on perd le fil d'une conversation, on entre dans une pièce sans savoir pourquoi. Et on se dit que c'est normal. Que ça arrive à tout le monde. Et c'est vrai, ça arrive. Mais la question n'est pas si ça arrive. La question est pourquoi ça s'accélère chez certaines personnes et pas chez d'autres. Pourquoi, à 70 ans, certaines personnes restent vives, rapides, claires, alors que d'autres commencent à perdre pied. La réponse ne tient pas toujours dans la génétique. Elle se cache souvent dans les détails du quotidien. La première habitude dont il faut parler est peut-être la plus répandue, et la plus sous-estimée. C'est le manque de sommeil profond. Pas l'insomnie brute, pas les nuits blanches spectaculaires. Non. C'est plus subtil que ça. C'est dormir 6 heures au lieu de 7. Se réveiller 2 ou 3 fois par nuit sans vraiment s'en rendre compte. Avoir l'impression d'avoir dormi, mais se lever fatigué, comme si la nuit n'avait servi à rien. Après 60 ans, l'architecture du sommeil change naturellement. Les phases de sommeil profond raccourcissent. Et c'est un problème majeur, parce que c'est pendant ces phases-là, précisément, que le cerveau effectue son travail de consolidation. Il trie les informations du jour. Il renforce les souvenirs importants. Il élimine les déchets métaboliques accumulés dans les tissus cérébraux grâce à ce qu'on appelle le système lymphatique, une sorte de réseau de nettoyage qui ne fonctionne pleinement que pendant le sommeil profond. Quand ce processus est interrompu, même partiellement, les souvenirs ne sont pas correctement ancrés. Ils restent fragiles, flottants, faciles à perdre. Et ce n'est pas une question de volonté. On ne peut pas forcer son cerveau à mieux mémoriser si on ne lui donne pas le temps de faire son travail nocturne. Le problème est silencieux. On dort. On se réveille. On croit que tout va bien. Mais le cerveau, lui, c'est ce qu'il n'a pas pu terminer. Un homme de 72 ans, appelons-le Bernard, racontait à son neurologue qu'il avait toujours été un bon dormeur. Il s'endormait facilement, ne se plaignait pas. Mais quand on lui a fait porter un capteur de sommeil pendant une semaine, les résultats ont montré autre chose. Son sommeil profond ne représentait que 9% de sa nuit, alors que la moyenne attendue à son âge est d'au moins 15%. Il se réveillait en moyenne 4 fois par nuit, des réveils si courts qu'il n'en avait aucun souvenir le matin. Son cerveau, lui, les comptait. Chaque interruption fragmentait le processus de nettoyage. Chaque nuit incomplète laissait un résidu. Et au bout de plusieurs années, les effets ont commencé à se voir. Des oublis de plus en plus fréquents. Des conversations qui s'effaçaient. Des rendez-vous manqués. Pas parce que Bernard était malade. Mais parce que son sommeil, sans qu'il le sache, ne remplissait plus sa fonction.
son épouse avait remarqué les changements bien avant lui. Elle avait noté qu'il posait la même question 2 fois dans la même heure, qu'il oubliait des prénoms de petits-enfants qu'il connaissait par cœur. Mais elle n'avait rien dit, pensant que c'était l'âge, tout simplement. C'est un schéma fréquent. L'entourage observe, s'inquiète en silence, mais ne dit rien, parce que dire quelque chose reviendrait à nommer une peur que personne ne veut regarder en face. Et pendant ce temps, les nuits continuent de passer, imparfaites, fragmentées, et le cerveau accumule un déficit dont personne ne tient le compte. La deuxième habitude concerne quelque chose qu'on fait tous les jours, souvent sans y penser. Boire trop peu d'eau. Pas la déshydratation sévère qu'on associe aux canicules et aux urgences. Plutôt ce niveau de déshydratation chronique, léger, constant, où le corps fonctionne mais tourne au ralenti. Le cerveau est composé à environ 75% d'eau. Quand le niveau d'hydratation baisse, même modérément, les réactions chimiques qui permettent la transmission des signaux entre les neurones deviennent moins efficaces. Les temps de réaction augmentent. La concentration diminue. Et la mémoire de travail, cette capacité à retenir et manipuler des informations sur le court terme, s'affaiblit sensiblement. Ce qui est traître avec la déshydratation légère, c'est qu'on ne la sent pas toujours. Après 60 ans, le signal de la soif devient moins fiable. Le corps a besoin d'eau, mais il n'envoie plus le message avec la même urgence qu'avant. Le mécanisme de régulation s'émousse avec le temps. Alors on boit un café le matin, peut-être un verre d'eau au déjeuner, et on passe le reste de la journée sans y penser. Et pendant ce temps, les circuits tournent un peu moins bien, un peu plus lentement, un peu moins précisément. Des études ont montré qu'une déshydratation de seulement 2% du poids corporel suffit à affecter les performances cognitives de manière mesurable, y compris chez des individus en parfaite santé par ailleurs. La troisième habitude est liée au mouvement. Ou plutôt à l'absence de mouvement. Je ne parle pas de sport intensif. Je parle du simple fait de bouger, de marcher, de se lever régulièrement, de ne pas passer la journée entière assis dans le même fauteuil ou allongé devant un écran. Quand le corps ne bouge pas, le flux sanguin vers le cerveau diminue. Moins de sang, c'est moins d'oxygène, moins de nutriments, moins de capacité de régénération pour les cellules cérébrales. Il existe une protéine appelée BDNF, un facteur neurotrophique, qui agit comme un engrais pour les neurones. Elle favorise la croissance de nouvelles connexions et protège celles qui existent déjà. Et sa production est directement stimulée par l'activité physique. Pas besoin de courir un marathon. Une marche quotidienne de 30 minutes peut suffire à maintenir un niveau protecteur. Mais quand on ne fait même pas ça, quand la journée se passe entre le lit, le canapé et la table, le niveau de BDNF chute. Et les connexions cérébrales, privées de ce soutien biochimique, commencent à s'affaiblir. Le plus ironique, c'est que la sédentarité est souvent associée à la fatigue. On bouge moins parce qu'on est fatigué, mais on est fatigué justement parce qu'on ne bouge pas assez. Le cercle vicieux se referme sans bruit. Il y a une femme, Monique, 69 ans, retraitée, qui vivait seule dans un appartement au 3e étage. Quand elle travaillait encore, elle marchait tous les jours pour aller au bureau, elle montait des escaliers, elle bougeait sans y penser. Mais à la retraite, tout s'est arrêté. Elle faisait ses courses en ligne, ne sortait presque plus, et passait la plupart de ses journées à regarder la télévision ou à feuilleter les mêmes magazines. Au bout de 2 ans, elle a commencé à remarquer des oublis. Rien de dramatique au début. Une casserole laissée sur le feu. Un prénom qui ne vient plus. Puis des confusions de dates, des factures oubliées, un code de carte bancaire qu'elle connaissait depuis 20 ans et qui s'effaçait soudainement. Son médecin n'a trouvé aucune pathologie. Aucune lésion. Aucun marqueur inquiétant. Mais il lui a posé une question simple. Combien de pas faites-vous par jour? Elle ne savait pas répondre. Quand ils l'ont mesuré avec un podomètre, c'était moins de 1000. 1000 pas par jour, dans un corps qui en avait autrefois fait 10 000. Son corps fonctionnait, mécaniquement. Mais son cerveau manquait de tout ce que le mouvement lui apportait depuis des décennies. La quatrième habitude est celle dont on parle le moins, peut-être parce qu'elle ne ressemble pas à un problème médical. C'est l'isolement social progressif. Après 60 ans, les cercles se rétrécissent naturellement. Les collègues disparaissent avec la retraite. Les enfants vivent loin, parfois dans d'autres villes, parfois dans d'autres pays. Les amis sont moins mobiles, certains tombent malades, d'autres s'éloignent. Et sans qu'on s'en aperçoive, les journées passent sans une vraie conversation. Sans un échange qui oblige à réfléchir, à chercher ses mots,
à réagir à un point de vue différent du sien, à s'adapter en temps réel au rythme de quelqu'un d'autre. Or le cerveau est un organe profondément social. Les interactions humaines sollicitent des zones multiples et simultanées, la mémoire, le langage, la reconnaissance émotionnelle, l'analyse, la planification de la réponse. Une conversation banale avec un voisin sur la météo est en réalité un exercice cognitif d'une complexité remarquable. Et quand cet exercice disparaît du quotidien, les zones sollicitées perdent en efficacité, comme un muscle qu'on cesse d'utiliser. L'absence de symptômes ne signifie pas l'absence de changement. Le déclin est là, mais il est silencieux, et il se confond avec ce qu'on croit être simplement la vieillesse naturelle. Il y a quelque chose de cruel dans l'isolement. C'est que moins on voit de monde, moins on a envie de voir du monde. L'énergie sociale, comme l'énergie physique, se nourrit d'elle-même. Quand on s'habitue au silence, le bruit des autres devient fatigant. Quand on s'habitue à n'expliquer ses pensées à personne, les mots finissent par rester à l'intérieur. Et le cerveau, privé de cette gymnastique quotidienne, se replie. Il ne s'éteint pas. Il ralentit. Il perd en souplesse. Et quand un jour on lui demande de se souvenir d'un nom, d'une date, d'une histoire racontée la veille, il hésite. Non pas parce qu'il ne peut plus, mais parce qu'il a perdu l'habitude de le faire. La 5e habitude est quelque chose que beaucoup de gens considèrent comme un signe d'efficacité. Faire plusieurs choses en même temps. Écouter la radio en lisant le journal. Répondre à un message en regardant la télévision. Préparer le repas en parlant au téléphone tout en surveillant l'heure et en pensant au rendez-vous du lendemain. On appelle ça le multitâche, et la plupart des gens croient sincèrement qu'ils y sont bons. Mais la recherche montre clairement que le cerveau humain n'est pas conçu pour traiter plusieurs flux d'informations simultanément. Ce qu'il fait en réalité, c'est basculer rapidement d'une tâche à l'autre, en consommant de l'énergie à chaque transition. Et chaque bascule a un coût. Un coût d'attention, un coût de mémoire, un coût d'énergie cognitive qui s'accumule au fil de la journée. Après 60 ans, ce coût augmente considérablement, parce que la flexibilité cognitive naturelle diminue avec l'âge. Résultat, quand on fait plusieurs choses en même temps, on n'en fait aucune correctement. L'information ne s'ancre pas. Les souvenirs se forment mal, de manière superficielle, sans la profondeur nécessaire pour être retrouvés plus tard. Et on finit par croire qu'on oublie, alors qu'en réalité, on n'a jamais vraiment enregistré l'information. Pensez à un circuit électrique surchargé. Quand on branche trop d'appareils sur la même prise, le courant se répartit et chaque appareil reçoit moins d'énergie. Le grille-pain chauffe moins vite. La lampe faiblit. Et si la surcharge continue, le disjoncteur finit par sauter pour protéger l'installation. Le cerveau fonctionne selon un principe étrangement similaire. L'attention est une ressource limitée, mesurable, épuisable. Quand on la divise entre trop de sollicitations, chaque tâche en reçoit moins, et le résultat global s'effondre. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un principe fondamental de la cognition humaine. Et en prendre conscience est déjà la première étape pour protéger sa mémoire au quotidien. La 6e habitude est peut-être la plus surprenante, parce qu'elle ne ressemble à rien de dangereux. C'est le fait de manger de manière trop régulière, trop identique, jour après jour, semaine après semaine. Non pas que la régularité soit mauvaise en soi. Avoir des repas à heure fixe est même recommandé. Mais quand on mange exactement les mêmes choses, dans le même ordre, aux mêmes heures, pendant des mois et des années, on finit par éliminer toute diversité nutritionnelle sans même s'en rendre compte. Et le cerveau, lui, a besoin de nutriments variés pour fonctionner correctement. Il a besoin d'acides gras oméga 3, qu'on trouve dans les poissons gras comme le saumon ou le maquereau, et dans certaines noix. Il a besoin d'antioxydants, présents dans les fruits colorés, les baies, les agrumes, et les légumes à feuilles vertes. Il a besoin de vitamines du groupe B, essentielles à la production de neurotransmetteurs comme l'acétylcholine, qui jouent un rôle direct dans les processus de mémorisation. Quand l'alimentation devient monotone, quand elle tourne autour du pain blanc, du fromage, des pâtes et de la viande rouge, ces apports s'appauvrissent progressivement. Et le cerveau tourne avec moins de ressources. Pas en panne. Juste en sous-régime. Un sous-régime imperceptible au jour le jour, mais cumulatif sur les mois et les années. Ce qui rend ces 6 habitudes si difficiles à repérer, c'est qu'elles ne provoquent pas de douleur. Il n'y a pas de signal d'alarme. Pas de fièvre, pas de vertige soudain, pas de moment où le corps dit clairement que quelque chose ne va pas. Chaque habitude agit à bas bruit, comme une fuite d'eau derrière un mur. On ne la voit pas.
On ne l'entend pas. Mais elle fait son travail, goutte après goutte, jour après jour. Et quand le mur finit par montrer des traces d'humidité, les dégâts sont déjà profonds. C'est pour ça que la prise de conscience est si importante. Non pas pour avoir peur. Pas pour paniquer ni se culpabiliser. Mais pour comprendre que la mémoire n'est pas un acquis définitif. C'est un système vivant, dynamique, qui dépend de ce qu'on lui donne, de comment on le traite, de ce qu'on lui impose ou de ce qu'on lui retire. Je voudrais revenir un instant à Bernard. Quand son médecin lui a expliqué les résultats, Bernard n'a pas changé de vie du jour au lendemain. Il n'a pas pris de somnifères. Il n'a pas acheté un nouveau matelas. Il a fait une seule chose. Il a commencé à éteindre la télévision 1 heure avant de se coucher. Il a remplacé cette heure par de la lecture, à la lumière tamisée, dans un fauteuil calme. Il a arrêté de boire du café après 14 heures. Rien de plus. 3 mois plus tard, quand il a repassé le capteur de sommeil, son sommeil profond était remonté à 13%. Pas un miracle. Juste un ajustement. Petit. Concret. Suffisant pour faire une vraie différence. Et ses oublis au quotidien avaient diminué. Pas disparu. Diminué. Mais pour Bernard, qui commençait à avoir peur de ce qu'il devenait, c'était déjà considérable. Monique aussi a fini par bouger. Pas tout de suite. Il a fallu que sa fille insiste. Elle l'a inscrite à un groupe de marche dans son quartier, un petit groupe de 6 personnes qui se retrouvaient 3 fois par semaine pour marcher pendant 45 minutes. Monique n'avait pas envie d'y aller. Les premiers jours, elle a trouvé ça fatigant, inutile, même un peu ridicule. Mais au bout de quelques semaines, quelque chose a changé. Elle attendait ces matins-là avec une forme d'impatience. Non pas pour la marche elle-même, mais pour les conversations. Pour les visages. Pour le simple fait d'être attendue quelque part par des gens qui la connaissaient par son prénom. Et sans même s'en apercevoir, sa mémoire s'est améliorée. Elle se souvenait mieux des noms. Elle retrouvait plus facilement ses mots. Elle ne perdait plus ses clés aussi souvent. Ce n'est pas parce que la marche avait réparé son cerveau. C'est parce qu'elle avait remis en route plusieurs circuits en même temps, le mouvement, le lien social, la stimulation cognitive, l'envie de raconter et de se souvenir pour la prochaine fois. Un matin, elle a raconté à sa fille au téléphone, avec une précision surprenante, toute l'histoire qu'une des marcheuses lui avait racontée la veille. Sa fille n'a rien dit. Mais elle a souri, de l'autre côté du téléphone. Parce qu'elle savait que sa mère était revenue, pas d'une maladie, mais d'un éloignement. D'un retrait progressif que personne n'avait vu venir. Ce qui est remarquable avec ses habitudes, c'est qu'elles sont toutes modifiables. Aucune ne nécessite un effort surhumain. Boire un verre d'eau de plus dans la journée. Sortir marcher 20 minutes. Appeler quelqu'un pour parler de tout et de rien, même 5 minutes. Se concentrer sur une seule chose à la fois quand on lit ou quand on écoute. Ajouter un légume différent dans son assiette, 1 fois par semaine pour commencer. Ajuster l'heure à laquelle on éteint les écrans le soir. Ce ne sont pas des révolutions. Ce sont des gestes. Et parfois, un geste répété avec constance vaut plus qu'un traitement ponctuel. Parce qu'un geste, on le fait soi-même, on le choisit, on le répète, et il finit par faire partie de soi. Il y a un piège courant dans lequel tombent beaucoup de personnes après 60 ans. C'est l'idée que le déclin cognitif est inévitable, que la mémoire qui faiblit fait partie du contrat, qu'il n'y a rien à faire sinon accepter. Cette idée n'est pas entièrement fausse. Le cerveau vieillit. Les connexions ralentissent. Certains types de mémoire deviennent naturellement moins performants. Mais ce qui est faux, c'est de croire que toutes les pertes de mémoire sont dues à l'âge. Beaucoup sont dues à des habitudes. Et une habitude, contrairement à l'âge, se change. La nuance est immense. Et elle mérite d'être entendue par chaque personne qui s'est un jour demandé si elle perdait la tête, alors qu'en réalité elle perdait simplement des habitudes protectrices sans le savoir. Ce n'est pas un hasard si les chercheurs en neurosciences s'intéressent de plus en plus à ce qu'on appelle la réserve cognitive. C'est la capacité du cerveau à compenser ses propres faiblesses en s'appuyant sur des connexions alternatives, des chemins de secours, des réseaux renforcés par des années de stimulation variées. Et cette réserve ne se construit pas une fois pour toutes à 20 ans, à 30 ans, ou à 40 ans. Elle s'entretient tout au long de la vie. Elle se nourrit de chaque effort cognitif, de chaque interaction, de chaque nuit de sommeil respectée. Elle se protège par les choix qu'on fait au quotidien.
où elle se dégrade, lentement, imperceptiblement, en fonction de ce qu'on fait ou de ce qu'on cesse de faire, chaque jour, sans même y penser. Chaque conversation entretenue, chaque marche effectuée, chaque verre d'eau bu au bon moment ajoute une couche de protection invisible mais réelle. Et chaque habitude négligée retire un fil du réseau, un fil qu'on ne voit pas tomber mais dont l'absence finit par se faire sentir. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur. Il ne s'agit pas de surveiller chaque geste avec anxiété. Il s'agit simplement de savoir. De comprendre que ces 6 habitudes, le sommeil fragmenté, la déshydratation silencieuse, l'immobilité, l'isolement, le multitâche, la monotonie alimentaire, ne sont pas des fatalités. Ce sont des choix, souvent inconscients, qu'on peut modifier dès qu'on en prend conscience. Et cette prise de conscience, vous venez de la faire. Alors si cette histoire vous a fait réfléchir, même un instant, c'est que quelque chose en vous est encore en alerte. C'est que votre attention est encore vive, que votre curiosité est encore là. Et c'est bon signe. Parce que la mémoire, aussi fragile soit-elle, répond encore aux efforts qu'on lui consacre. Pas besoin d'un programme compliqué. Pas besoin d'une révolution. Juste la décision de faire attention. De regarder ses habitudes avec un peu de recul. D'en parler à son médecin lors du prochain rendez-vous. Et peut-être, simplement, de commencer par un verre d'eau. Un seul geste. Aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Votre mémoire vous en remerciera silencieusement.